qu'est-ce que One Health? Bonjour, je connais des personnes qui pourront répondre à tes questions. Depuis combien de temps travaillez-vous sur One Health? Les thématiques de recherche sont dans une thématique One Health depuis que je suis à l'école vétérinaire, donc depuis début 2016. Le concept est assez récent, mais moi, ça fait maintenant, depuis ma thèse, 37 ans que je travaille sur quelque chose qui n'était pas du concept One Health, mais qui était de ce qu'on appelait au préalable de l'épidémiologie écologique ou de l'éco-épidémiologie que nous-mêmes en France on a transformé et on a appelé écologie de la santé. C'est un vieux concept et moi je tourne autour de ça depuis très longtemps sans forcément me définir comme un spécialiste de One Health. Si la question est posée sur la définition de la terminologie, sur le concept de One Health, ça fait pas si longtemps que ça. Si maintenant la question est posée sur est-ce que dans l'activité de recherche et d'enseignement que j'ai eue par le passé, j'ai été confronté à des problématiques One Health, une seule santé, à ce moment-là, ça fait longtemps. Comment définissez-vous le concept de One Health et en quoi le concept One Health est-il important de nos jours selon vous? Alors le concept de One Health, si je devais le résumer en quelques mots, pour moi, c'est la prise en considération des enjeux de santé qui impliquent à la fois la santé humaine, la santé animale et la santé, on va dire, de l'environnement et de la biodiversité, avec quand même un concept qui pour moi est un peu anthropocentré, c'est-à-dire que très souvent en fait quand on parle de One Health, la voie d'entrée c'est quand même des enjeux qui sont liés à la santé humaine avant de s'intéresser notamment aux enjeux de biodiversité. Au départ, le principe One Health, c'est de mieux relier la santé animale et la santé humaine, mais uniquement et essentiellement les agents infectieux et notamment les agents dits zoonotiques, c'est-à-dire passons de l'animal à l'homme. Animal qui soit sauvage, c'est la plus grande quantité d'entre eux, ou animaux domestiques et d'élevage pour un quart d'entre eux. Voilà. Donc ça c'est les fondements de One Health. Et puis petit à petit, ils vont y incorporer beaucoup plus d'éléments issus de l'environnement. Le lien entre l'environnement, les humains et les animaux, qui définit donc globalement One Health. Et l'un des problèmes, je pense, le plus important autour de ce concept, c'est la question de l'interdisciplinarité. En fait, je dirais que le concept de One Health, ou le terme de One Health, est ce que certains appellent un mot valise. Une grande valise dans laquelle on met plein de choses. Et chacun y met un peu du sien, un peu de sa propre définition. Revenons peut-être à la problématique initiale, lorsque est apparu ce concept. Ce concept de One Health est apparu en montrant l'importance de tenir compte de 3 éléments liés à des pathologies, c'est-à-dire éventuellement un réservoir environnemental, le fait que des animaux soient contaminés par une maladie et le fait que des hommes également se contaminent. Donc c'est ce triptyque-là. Alors déjà, vous remarquez une chose, c'est que c'est obligatoirement une maladie infectieuse. Et pas n'importe quel type de maladie infectieuse, c'est des zoonoses où on peut faire une extension qui est faite souvent aux maladies à transmission vectorielle. Sur quel principe repose le concept One Health? Alors je pense qu'un des objectifs de One Health, c'est notamment de réussir à réunir autour de la table et à faire s'entendre des personnes, enfin des groupes de travail, des scientifiques qui jusqu'à un certain temps travaillent un peu de leur côté, donc effectivement des spécialistes de la médecine humaine, de la santé vétérinaire ou des écologues, et c'est de permettre une compréhension plus globale des enjeux de santé qui peuvent avoir une répercussion sur ces trois compartiments, on va dire. Aujourd'hui, le concept One Health tente de s'élargir, mais en s'élargissant et en considérant beaucoup plus l'environnement et la médecine humaine,
il vient chevaucher et superposer des concepts qui existaient déjà et qui sont beaucoup plus anciens, comme le concept Eco-Health, traduit en France par écologie de la santé. Donc on peut se poser la question, mais pourquoi créer un énième concept qui n'est pas complet, qui est très critiqué et qui l'est toujours. Moi, j'ai jamais vu dans l'histoire, si vous voulez, parce que je m'intéresse à l'épistémologie, l'histoire des sciences, j'ai jamais vu un concept apparaître et aussi rapidement être démonté, en fait, dans les publications internationales. Si vous voulez, je peux vous en fournir. Si vous voulez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la logique qu'il adopte, elle est respectable. Maintenant, elle ne tient pas compte de l'histoire, de tous les concepts. Regardez, en France, les médecins et les vétérinaires ne se parlent pas quand ils ne s'ignorent pas. Et il y a souvent beaucoup moins de personnel dans la santé animale, par exemple, que dans la santé humaine, malgré les déficits qu'on a aussi en santé humaine. Il y a des jeunes collègues ici qui ont fait une étude il n'y a pas longtemps dans un district du Sénégal qui montrait que pour une personne professionnelle de la santé animale, il y en avait 10 de la santé humaine. Et on a des contextes de rareté de ressources où il y a encore très très peu de personnes pour la santé humaine. Donc on voit qu'il y a des écarts et des défis à travailler ensemble. Et alors que l'étude de ce collègue-là montrait notamment que quand il s'agissait de prendre en charge la rage, c'est les professionnels de la santé animale qui étaient bien plus formés que ceux de la santé humaine. Mais en même temps, ces gens-là ne se parlent pas pour des raisons sociales, des raisons hiérarchiques, des raisons de formation aussi, et des raisons de prestige. Et le concept One Health devrait dépasser ça, mais voilà, ça reste encore un concept. Alors, le principe des One Health, hein, c'est ce que je disais, c'est le principe de relation environnement, animal et homme, mais plus que des relations. Donc, ce n'est pas simplement, on ne fait pas que juxtaposer des problématiques, ou en tout cas des contextes environnementaux, des contextes animaux et des contextes humains, mais c'est vraiment l'interpénétration de ces contextes-là. Selon vous, est-il important que les communautés soient intégrées dans l'application de ce concept ? Pourquoi ? Ah oui, bien sûr, oui, c'est extrêmement important que les communautés humaines soient impliquées dans ce concept. Alors, je ne sais pas si vous entendez une communauté, on va dire, scientifique ou plutôt grand public, ou quand vous dites ça. Alors, oui, c'est quelle communauté du coup ? C'est plutôt le grand public ? Grand public, oui. Oui, je pense que c'est très important. Je pense que de fait, ça s'est fait un petit peu quand même avec les événements sanitaires qu'on a connus les dernières années. Je pense que la Covid, pour ça, nous a beaucoup aidé parce que finalement, ça a permis à certains de réaliser aussi, finalement, quand on parlait de maladies, finalement, il y avait, ça impliquait un petit peu tous les compartiments, à la fois humains, animaux sauvages. Donc, je pense que c'est très important, effectivement, ne serait-ce que pour aussi éduquer le grand public au fait que les enjeux sanitaires peuvent avoir des impacts autres que sur leur propre santé, mais qu'il y a également des moyens de prévention qui peuvent être mis en œuvre de par une meilleure compréhension des interfaces. La science et la pratique montrent que l'approche communautaire et l'implication des personnes concernées par le problème est essentielle à la résolution des problèmes. Parfois, quand les gens ont du pouvoir, parfois quand les gens n'ont pas eu ce réflexe dans leur formation médicale notamment, mais pas du tout que médicale, on va oublier ce processus et on va ensuite essayer d'appliquer des solutions qui sont soit non pertinentes, soit non appropriées. Et après, on va se dire, mais pourquoi les populations n'acceptent pas que ? Faites-nous des études sur l'acceptabilité et aidez-nous à comprendre pourquoi les gens ne veulent pas faire ça aussi, alors que vous avez oublié cette implication au début, et donc c'est notamment pour ça que ça ne marche pas. Et là... Alors c'est indispensable. On ne peut pas faire, dans la notion de One Health ou Planetary Health, peu importe, on ne peut pas faire du top-down. On ne peut pas imposer des réglementations, enfin des organisations uniquement
de haut en bas. Néanmoins, les personnes qui connaissent le mieux un contexte, ce sont les personnes qui y vivent, ce sont les communautés qui y vivent. Que ce soit des communautés qui sont dans des zones rurales, donc on a typiquement des personnes à côté de forêts d'où peuvent sortir des pathogènes émergents, ou que ce soit, comme je le disais, il faut aussi s'intéresser à des contextes anthropisés, ou que ce soit des communautés, des personnes qui vivent dans des quartiers particuliers dans lesquels il faut comprendre comment ces gens vivent pour pouvoir les aider à mieux s'adapter aux problématiques du changement climatique. Dans quelle mesure l'approche intersectorielle est-elle importante selon vous ? Un concept One Health est-il envisageable sans approche intersectorielle ? Alors, moi, je pense que c'est vraiment la nature du concept One Health. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'approche intersectorielle, ça ne fonctionnera pas. Et c'est, je pense, vraiment la volonté du concept One Health, donc elle me semble extrêmement importante. Elle n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, et c'est vrai que, alors moi je parle du point de vue du vétérinaire, parce qu'en fait on s'est rendu compte, par exemple typiquement dans le cadre de la Covid, que les vétérinaires ont été sollicités un petit peu tardivement à notre goût, hein. Alors forcément c'est mon point de vue, il est biaisé, mais dans le sens notamment où par exemple les vétérinaires ont une habitude de gestion des épizooties qui est comme assez importante, et finalement, ils ont été sollicités tardivement, et il y a un vétérinaire qui est rentré, il me semble, au conseil scientifique au bout d'un certain temps, mais pas au début. Et voilà, donc je pense qu'en fait, suivant les angles de vue, en fait, il n'y a pas forcément toujours la même volonté d'inclure toutes les facettes de One Health, mais ça me semble indispensable. Et nous, on le voit aussi, alors sur une autre facette, c'est que finalement, par exemple, de travailler avec des écologues, c'est indispensable à la compréhension d'un grand nombre d'enjeux qu'on peut rencontrer sur de la faune domestique. De travailler avec des médecins, ça semble également indispensable pour comprendre aussi certains enjeux. Beaucoup plus que One Health mise en lumière, il faudrait mettre les projecteurs sur la nécessité de cette interdisciplinarité, quoi. Moi, ce que j'appelle, c'est cette tectonique des disciplines, parce que dans la tectonique des disciplines, comme en tectonique des plaques, en géophysique, il y a des entrechocs et il y a des disciplines qui pourraient être remises en question. Je vous en ai cité des exemples, mais c'est justement ce que certaines disciplines évitent de faire. C'est indispensable et c'est très compliqué. C'est indispensable à cause de cette interpénétration, interdépendance entre les différents acteurs. Et donc, du coup, on a besoin de cette intersectoriel pour avoir l'aspect social, économique, physique, urbanisation de la ville, et entomologie, écologie, etc. Donc, l'approche intersectorielle est obligatoire si on veut réellement faire une approche une seule santé. À partir de quel moment, une fois que les mesures auront été mises en place, pourrons-nous considérer que le concept One Health est réellement mis en place sur le terrain ? Je pense qu'on peut considérer qu'il est vraiment mis en place quand justement le problème a été étudié au niveau des différentes facettes de One Health, c'est-à-dire que finalement on est allé regarder ce qui se passait dans chacun des compartiments, donc que ce soit le compartiment animaux domestiques, humains ou faune sauvage, on va dire au sens large. Et à partir du moment également où les moyens de gestion qui sont mis en œuvre, ils incluent toutes ces facettes-là et qu'on a compris les interfaces et les interactions entre ces différentes facettes-là. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des médecins qui étudient ce qui se passe chez l'homme, des vétérinaires qui étudient ce qui se passe dans les réservoirs domestiques, et puis des écopathologistes qui vont regarder ce qui se passe dans le compartiment faune sauvage. Et si ces personnes-là en fait se réunissent après avoir étudié chacun de leurs compartiments, elles vont pas forcément comprendre ce qui s'est passé. Donc c'est finalement en amont, je pense, au début, quand on cherche à comprendre un problème, qu'il faut déjà échanger et comprendre le point de vue de chacun, parce qu'on a chacun aussi nos points de vue. À partir du moment où on se donnera les moyens d'avoir cette vision globale, donc ça veut dire réformer à tous les niveaux, dans la formation de base, évidemment, mais aussi dans les actions. Tant que, par exemple, le domaine de la santé sera monopolisé par le soin, tant que les agences régionales de santé auront 90% de le budget pour les soins, tant que la santé publique n'aura pas un peu plus d'argent
que les 2, 3, 4, 5% qu'on donne à l'échelle de dépenses de santé, on n'y arrivera pas. Et là, je parle que de la question de la santé, mais il y a plein d'autres éléments qui vont devoir faire en sorte qu'on puisse avoir cette vision globale pour que le concept de One Health soit une réalité au-delà de l'affichage contemporain et de la manière dont les uns et les autres se raccrochent à ce concept en fait. Je pense qu'on arrivera à faire de vraiment une approche une seule santé en tenant compte des différents secteurs. Lorsque dans nos projets, on a vraiment des personnes, des différentes compétences qui sont incluses dans le projet, ce qui n'est pas toujours le cas, et pas seulement inclus de façon adjacente. C'est-à-dire que parfois, on a dans des projets de recherche ou des projets de santé publique, celui qui va s'intéresser uniquement à l'environnement, celui qui va s'intéresser uniquement à l'animal, celui qui va s'intéresser uniquement à la communauté avec des études socio-anthropologiques par exemple, et puis on fait rarement le lien entre les trois. La vraie difficulté est d'arriver à faire ce lien entre les trois. Et donc, une approche One Health sera vraiment mise en place, une vraie approche One Health sera vraiment mise en place à partir du moment où on arrivera vraiment à construire des recherches et des actions de santé publique qui va tenir compte de l'ensemble de ces éléments. Et c'est pas évident. En recherche, c'est pas facile parce que en plus les chercheurs ne sont pas évalués sur la multidisciplinarité, mais au contraire sont évalués sur le cœur de leur discipline. Et donc toute approche transdisciplinaire est souvent dévalorisée au niveau des institutions, malgré les affichages qui sont faits. Au final, lors de l'évaluation des équipes de recherche et des chercheurs, l'approche transdisciplinaire est souvent dévaluée ou mal évaluée, moins évaluée qu'une approche purement disciplinaire. La perspective One Health est-elle réellement mise en place sur le terrain ? Il y a encore très peu de lieux dans le monde où on a cette vision globale et interconnectée des trois sphères. Et il y a quelques projets à droite à gauche, mais on est vraiment très loin de ça. On est encore dans une vision d'une santé humaine curative et non préventive et non orientée vers la promotion de la santé, avec encore très peu de discussions, d'échanges entre ces trois mondes en fait. De plus en plus de responsables d'institutions dans les villes réfléchissent à dire quel va être l'impact de la décision d'urbanisation dans la ville, dans l'impact santé environnemental. Actuellement, où en est-on dans l'avancement de la mise en place de la perspective One Health ? J'ai l'impression qu'en fait, c'est un concept qui est plutôt à l'origine, enfin, alors, c'est ce qu'on dit nous de notre côté au niveau vétérinaire, mais qui est assez bien connu et perçu au niveau vétérinaire. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu un décalage et que finalement, ça a été perçu un peu plus tardivement, notamment du côté de la santé humaine. Mais j'ai quand même l'impression que là, c'est vraiment, on en est à un point où quand même tout le monde a entendu parler de ce concept-là et il est bien ancré. Alors, il y a même maintenant des gens, et moi j'en fais un peu partie, même si je ne suis pas du tout leader sur ces questions-là, mais qui considèrent que justement le concept One Health, il est peut-être pas totalement bien centré, qu'il est un peu trop anthropocentré. On entend parler notamment de concepts Eco-Health qui mettent un peu plus tout dans un enjeu de préservation aussi de la biodiversité et qui considèrent qu'en tout cas les trois enjeux ont la même importance. Et qu'on ne va pas forcément rentrer par une facette enjeu santé humaine. Aucun effet mémoire, parce qu'on est dans un pilotage aujourd'hui décidé par les politiques qui n'ont aucune connaissance, ou extrêmement peu d'entre eux, une connaissance scientifique. Quel rôle pensez-vous jouer dans la perspective One Health ? Mon implication et mon rôle, c'est vraiment d'aller trouver des équipes avec lesquelles travailler, qui sont justement des équipes transdisciplinaires, des gens qui travaillent sur des thématiques qui ont travaillé par exemple sur les mêmes agents pathogènes, mais qui vont avoir un point de vue qui vont travailler sur des compartiments autres que les miens. Je me suis retiré de toutes ces initiatives
agacés par une forme d'arrogance, sous prétexte de faire du One Health, sous prétexte de faire de l'anticipation. En tant que chercheur, mon rôle, c'est d'essayer d'avoir cette vision-là. Et dans la formation et les cours que je peux donner, et dans ma réflexion critique autour de ce renouveau, la réalisation et la réalité de mes projets de recherche, j'essaye quand c'est possible et quand c'est pertinent d'organiser ce type d'action et de faire de la recherche et d'essayer de produire des connaissances sur ces éléments, mais c'est pas toujours facile pour des raisons et de collaboration et de financement. L'importance qu'on donne à cette notion-là n'est pas suffisante dans la formation des médecins de santé publique, dans la formation des médecins tout court, je parle du coup pour la faculté de médecine, dans la formation des médecins d'une part, et en particulier dans la formation des médecins de santé publique. Et donc je prends ma part de responsabilité en tant que coordinateur du DES de santé publique à Marseille, et donc il faut qu'on change ça. Pourquoi cela n'a pas fonctionné ? Un des problèmes, c'est un peu le cloisonnement entre les disciplines, mais je trouve qu'il quand même est de moins en moins vrai. Le concept One Health, il y a en creux, vous devez mieux pratiquer l'inter et la transdisciplinarité. Et alors là, il faut s'attaquer à autre chose. Et c'est ça le problème, et qui n'est pas dit par les pouvoirs publics, moi ce que j'appelle les institutions de la connaissance et de la recherche, c'est-à-dire les universités et les institutions de recherche du ministère de tutelle. C'est aussi un autre problème, c'est-à-dire combien justement des sujets de recherche sont complètement aujourd'hui déconnectés des problématiques sociétales. Dans beaucoup de secteurs de la recherche, vous êtes dans des domaines qui sont dominés par des disciplines très hégémoniques. Que fait-on avec une recherche qui produit des choses et qui continue à produire des choses que systématiquement vous devez mettre à la poubelle parce que ces résultats sont non reproductibles pour différentes raisons. La recherche est devenue extrêmement dépendante de la décision publique, et c'est ce qu'il y a de malheureux avec ce qui se passe, c'est qu'on aura à l'appliquer. Et moi, si je vous dis qu'on n'a pas à l'appliquer parce que c'est une stupidité. Et donc les solutions, elles sont au niveau de réformes institutionnelles majeures, en fait, encore une fois, dans les modes de financement, dans l'allocation des ressources, dans la formation, dans l'intervention, dans la manière dont nos institutions fonctionnent et valorisent ce type d'interdisciplinarité. Et c'est là où il faut vraiment changer les choses. Un défaut de formation. Si on veut que la notion de One Health percole dans l'ensemble des actions de santé publique, puisque c'est mon domaine, mais aussi dans les autres, il faut qu'on mette le paquet sur la formation. La deuxième problématique, c'est que c'est un concept qui n'est pas une discipline. Or, dans le monde de la recherche ou universitaire, ou hospitalo-universitaire, on travaille par discipline. Donc tous les programmes de recherche, les projets de recherche, les chercheurs, les unités de recherche, les activités de santé publique qui sont menées, les activités des médecins et les activités de santé publique, les actions qui sont menées sont d'abord évaluées de façon monodisciplinaire. C'est un peu ce travail en silo que je disais tout à l'heure. Les institutions travaillent souvent à flux tendu, en silo, c'est-à-dire dans leur discipline, dans leur mission, pas forcément dans leur discipline, mais dans leur mission. Et le One Health demande à prendre du recul, prendre le temps du recul, ce temps est souvent indisponible, et d'aller voir à côté ce qui se passe et comment les autres travaillent. Considérez-vous que les nouvelles technologies soient un frein ou un support pour la mise en place du concept One Health ? J'aurais tendance à dire que c'est plutôt un support. Je ne vois pas trop en quoi ça pourrait être un frein, mais non. Enfin, je ne sais pas comment développer cette réponse, mais pour moi, c'est plutôt un support. Enfin, qu'on arrive à communiquer mieux, à plus échanger, à avoir accès notamment aussi beaucoup plus facilement aux travaux de recherche, aux publications. Pour moi, c'est pas un frein. Le concept Eco-Health, écologie de la santé, notamment travaillé par les Canadiens, allant jusqu'à
jusqu'à leur mise en application sur les terrains africains, d'Asie du Sud-Est, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, et notamment par ce qu'on appelle le Centre de recherche et de développement international, le CRDI, IDRC en anglais, du Canada, qui est l'agence de coopération faisant modifier une politique agricole ou de santé au Sénégal ou au Il y a Cameroun. un grand débat en ce moment international sur ce qu'on appelle les innovations technologiques responsables. Donc aussi dans l'idée de la responsabilité sociale, mais aussi de la frugalité économique, mais aussi de la manière dont, avant l'introduction d'une technologie, il faut se demander si elle va apporter quelque chose, si elle est pérenne et si c'est pas un gadget supplémentaire qui va tomber par terre une fois qu'on aura terminé. On va développer une espèce de marotte de télémédecine pour des gens qui habitent dans des milieux ruraux éloignés, mais tant qu'il n'y aura pas un médecin qui ne sera pas là pour faire quelque chose auprès de ces gens-là, tu auras beau avoir toute la haute technologie, ça ne servira à rien. Ces nouvelles technologies, ces développements technologiques et d'ingénierie permettent de mieux appréhender justement ces différents éléments. Et ne serait-ce que, j'en ai un peu parlé, mais capter des données, avoir des informations dans différents domaines et les rendre accessibles aux différentes disciplines, c'est un atout majeur. Quel rôle les lobbies jouent dans la mise en place de ces concepts ? Peut être fait par de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie commerciale, mais aussi une société savante ou aussi une association communautaire, locale qui voudra faire du plaidoyer pour son approche en fait. Voilà, donc dans cette vision un peu globale du lobby, ça peut être très variable en fonction des personnes et des situations et il faut faire attention évidemment. Vécu d'expérience de lobbying massif pour empêcher des travaux dans le concept One Health. Est-ce que le concept de One Health est-il suffisant ou faut-il aller encore plus loin ? Oui, alors moi j'ai l'impression qu'on en tient déjà un peu compte, mais c'est aussi pour ça, là je parlais notamment du concept EcoHealth tout à l'heure, je pense qu'effectivement, parfois peut-être ce qui pêche un peu, c'est la compréhension un peu plus des interfaces, c'est-à-dire comment en fait ces différentes santé-là peuvent se connecter et alors fracturation, enfin oui, typiquement effectivement la fracturation des habitats, enfin nous par exemple on s'intéresse beaucoup à tout ce qui va être augmentation des interfaces animal-homme, animal sauvage, animal domestique, etc. Et donc, il y a des enjeux aussi, même sociologiques, qui sont super importants et qui sont, à mon avis, pas assez explorés. Si je parle de concepts, d'autres thématiques sur lesquelles on a été amené à collaborer ou à travailler, c'est par exemple, moi, je gère un centre de soins de faune sauvage, donc c'est une structure qui collecte des animaux, qui recueille des animaux sauvages trouvés par des gens pour les soigner. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une mauvaise perception de la part des gens de manière générale de ce que c'est qu'un animal en détresse. Et il y a une exposition aussi probablement assez intense peut-être à certains agents zoonotiques avec des enjeux de biosécurité. Et ça, c'est pour l'instant des choses qui sont probablement pas assez explorées et qui demanderaient à être développées davantage, quoi. Donc notamment effectivement l'interaction dans certains milieux, type milieu urbain, entre faune sauvage, humain, la pénétration effectivement de la faune sauvage en ville, etc. C'est peut-être des enjeux effectivement à explorer davantage. Mais tout ça est inclus dans cette vision globale en fait. Et c'est les enjeux de la manière dont on va l'appliquer. Et pour moi, ce que tu as cité est déjà dans One Health en fait. C'est pas le problème. Maintenant, c'est la manière dont on va l'appliquer, la manière dont on va l'appréhender, la manière dont on va l'utiliser. Qui peut permettre de faire recours à tout ce dont tu viens de parler. On peut très bien imaginer que le concept de One Health à appliquer tel qu'il est permet aussi de réduire la fameuse fracture sociale. Oui, alors vous avez tout à fait raison, il faut le faire, il faut l'intégrer. Ne pas le faire, c'est passer à côté de quelque chose d'important. Il y a les aspects de biodiversité ou de fragmentation de l'environnement qui ont été évoqués.
On le voit bien dans les contextes de crise, que ce soit de crise épidémique ou de crise liée à la chaleur, par exemple, les conditions de vie, le milieu de vie, les conditions de vie des personnes, c'est probablement ça qui est le plus important dans ce concept-là. C'est pour ça que je disais, changeons le focus, ou déplaçons le focus. Au début, One Health, c'était un focus sur l'interface homme, environnement, animal. Il faut changer ce focus-là. Il faut travailler plus sur le milieu de vie des personnes. Dans quel milieu de vie vivent-elles? Que ce soit un milieu de vie plus rural, au contact d'un environnement, que ce soit en zone tropicale ou en zone plus tempérée, pour voir comment des pratiques peuvent faire émerger des maladies infectieuses, par exemple, ou que ce soit des conditions sociales et économiques dans certains quartiers de grandes villes. D'accord, donc si j'ai bien compris, l'importance de l'interdisciplinarité entre l'environnement, la santé animale et la santé humaine n'a cessé de briller par leur lien intime qui ne fait que s'ancrer depuis des années au travers notamment de grandes canicules ou encore de l'importation de maladies avec la dengue. La naissance de concepts de plus en plus ambitieux découlant de One Health n'ont cessé de faire surface depuis ces dernières décennies, sont jamais réellement arrivés à pénétrer au cœur du réel problème de par sa complexité. Il existe donc un besoin permanent de créer le concept parfait, celui qui fera face à la source d'un problème, se faisant d'autant plus ressentir, tandis qu'une course contre la montre s'opère avec des changements environnementaux, humains. Pour résumer, le but de cette approche est de promouvoir une collaboration interdisciplinaire entre les professionnels de la santé humaine, animale et environnementale, afin de prévenir et de contrôler les maladies, en prenant en compte les interactions entre les différentes espèces et l'environnement. On doit se concentrer sur la santé des personnes dans une population en prenant en compte les différents déterminants socio-économiques, individuels ainsi que les inégalités sociales.